On va parler à présent de l'avenir de la filière optique lunetterie, un domaine et un sujet ô combien important et ô combien suivi chaque année à Silmo Paris, notamment avec l'espace Silmonext. À mes côtés, Sébastien Brusset, créateur, designer aux multiples facettes qu'on ne présente plus, habitué de Silmo. Cette année encore, vous avez pensé et créé l'espace Futurologie, l'espace Silmonext avec Jean-Luc Jam, et vous avez également créé pour ce Silmonext un comité d'experts dont François Sorel fait partie, qui nous rejoint également. Bonjour. François, ravi également de vous accueillir. Vous êtes journaliste spécialisé dans la tech, c'est bien ça. On vous a vu notamment sur BFM TV. Un mot d'abord sur Silmonext, cet espace dédié à la lunetterie de demain, Sébastien. Parlez-nous de cet espace et de la façon dont vous l'avez pensé pour cette année, pour cette édition 2023. En fait, il faut mettre dans le contexte que Silmonext, ça fait 5 ans maintenant qu'on fait cet espace-là. Et qu'évidemment, au fur et à mesure de ces espaces, il y a eu des annonces, des nouveaux produits qui ont été annoncés qui ont orienté évidemment la manière dont on a conçu l'espace cette année. Et donc cette année, on retrouve à la fois une partie un peu rétrospective. En 5 ans, on a raconté beaucoup de choses, donc on ne voulait pas que le message ait trop de déperdition. Donc on a recréé d'une certaine manière cette petite rétrospective et on a recréé des espaces, on va dire des espaces classiques qu'on a l'habitude de voir, un espace Smart Eyewear, un espace Figital, un espace plus dédié à l'éco-responsabilité et là avec une approche assez matériaux. Et la nouveauté cette année, parce qu'on a vu que c'était vraiment ce qui manquait sur les autres années, c'est vraiment un espace d'expérience. Et sur cet espace d'expérience, on montre à l'opticien ce que peut être une chaîne de production, la chaîne de production de demain, où en fait le distributeur distribue un fichier qui est produit directement chez l'opticien par lui-même en 3D par exemple, pour lui permettre de redevenir lunetier. Donc ça, c'est une expérience qu'il peut faire. Et également, on a aussi la chance d'avoir Meta qui nous a prêté un casque pour expérimenter la réalité mixée. Qu'est-ce que la réalité mixée? Parce qu'on parle beaucoup de réalité augmentée, la réalité mixée. J'ai presque envie de dire la réalité augmentée, c'est presque du passé. La réalité augmentée, c'est des informations qui sont mises en surimpression, mais la réalité mixée, vous pouvez interagir avec. Et donc, vous avez dans votre environnement... C'est un mélange de réalité augmentée, de réalité virtuelle? En fait, c'est un mélange, c'est exactement. C'est-à-dire sur votre environnement réel, alors qui est réel ou qui est projeté, mais parce que là c'est plutôt de la projection, mais vous avez des éléments donc sur votre environnement qui sont ajoutés et avec lesquels vous pouvez interagir. C'est pas juste en fait du visuel, vous pouvez attraper un objet virtuel qui va être posé sur un objet réel. Donc ça ouvre évidemment énormément de possibilités d'expérience. Ça peut être sur le lieu de vente, ça peut être sur de la formation. Enfin, il y a énormément d'usages à inventer avec ça. C'est un peu ce qu'on fait sur Silmonext. Alors c'est intéressant aussi, vous nous disiez que ça fait 5 ans que cet espace Silmonext existe. 5 ans, c'est pas négligeable. Ça permet aussi de prendre du recul sur tout ce qui a été fait ces 5 dernières années, sur tout ce qui a été présenté aussi sur cet espace ces 5 dernières années. Il y a des choses qui aujourd'hui... ont vu le jour, qui aujourd'hui sont commercialisés et sont rentrés dans le domaine, j'ai envie de dire, de tous les jours de certains consommateurs. Oui, tout à fait. Alors, il y a des startups effectivement qui ont démarré sur cet espace il y a 5 ans, qui aujourd'hui ont déjà livré plusieurs milliers de produits. Je pense à la société Abeille, par exemple, avec l'Excellence, dont on a beaucoup entendu parler, parce que c'est un produit extraordinaire. Voilà, effectivement, quand ils sont venus la première fois, c'était un prototype qui était présenté sur l'espace. C'est un des exemples parce qu'il y en a plusieurs. Ce qui est vraiment intéressant en fait avec ce recul-là, c'est d'une part de voir que ce qu'on pressentait en termes d'entrée sur le marché de gros acteurs est en train de se préciser. Un des gros sujets de nos discussions de cet après-midi, c'était autour de l'arrivée d'Apple, qui est quand même un gros acteur. Et puis c'est aussi de voir l'évolution de la technologie, la manière dont finalement la tech s'est miniaturisée de manière importante. Et aujourd'hui, s'il y a 5 ans, on voyait des produits, on disait oui, effectivement l'usage est intéressant, mais je ne suis pas certain de me voir avec ça quand même sur le nez. Là aujourd'hui, vous avez des produits qui intègrent une complexité électronique incroyable, une intelligence artificielle incroyable, mais dans une paire de lunettes, de loin, vous ne faites pas la différence. Et ça change. François Sorel, je crois que c'était votre premier Silmo cette année. Oui, tout à fait. Vous avez pu vous promener, j'imagine, sur cet espace, Futurologie. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Bien, en fait, j'ai la chance de pouvoir baigner dans toutes ces technologies. Je suis chaque année au CES de Las Vegas, qui est aussi un point
très important où il y a beaucoup d'innovations qui sont présentées, Sébastien doit connaître. Et c'est vrai que je suis toujours émerveillé de voir que en fait, tous les secteurs sont bouleversés par la tech. Tous les soirs, moi j'ai une émission sur BFM Business qui parle de tech. Et donc je parle aussi bien de la tech dans l'agriculture que dans la santé, que faire l'actualité des GAFAM, mais de voir que ce secteur de l'optique, qui est un secteur historiquement assez vieux finalement, s'empare de ces technologies. Et quand on voit qu'aujourd'hui il y a un mix entre, on va dire, l'optique et des géants américains comme Apple qui se lancent avec ce masque de réalité mixte que Sébastien expliquait il y a un instant, on se dit que finalement on arrive au mix de deux mondes. Et ce qui est intéressant, c'est de voir aussi les conséquences que ça a. Quand un Apple sort un masque ou que Samsung s'apprête aussi à sortir le sien, on se dit, finalement, est-ce qu'il faut être émerveillé? Est-ce qu'il faut regarder ça avec une certaine méfiance, voir comment aussi on peut se positionner? Certains opticiens qui nous regardent peuvent aussi regarder ça avec une certaine méfiance. Mais tout à fait. Mais je pense qu'ils ont raison, parce qu'il faut être vigilant. Il faut être vigilant. Et quand on voit aujourd'hui qu'Apple arrive à faire des systèmes avec d'autocorrection sans passer chez l'opticien, chez l'ophtalmo, parce que c'est des algorithmes qui font ça, on peut se poser la question, qu'est-ce qui va se passer demain, en fait? Et il y a un vrai challenge à vouloir faire évoluer et moderniser une filière aussi vieille que celle de la lunetterie. Mais je pense qu'on n'a pas le choix. Toutes les filières doivent évoluer avec la tech. Bien sûr. Et je pense... Mais il y a peut-être une difficulté supplémentaire sur des filières qui ont baigné dans la tradition comme celle de la lunetterie. Mais je pense que... Prenons l'exemple de l'Apple Watch. C'est peut-être l'exemple le plus marquant et le plus singulier. C'est-à-dire que c'est une montre, mais qui a révolutionné le monde de l'horlogerie. Oui. Et je pense que de la même manière, Apple arrive sur ce segment-là, mais d'autres aussi. Et ce segment va être aussi complètement révolutionné par la technologie. Mais je pense que les opticiens ne doivent pas être que des spectateurs de tout ça, doivent aussi se poser la question, comment je peux intégrer de la tech en fait dans mes boutiques? Comment l'optique peut être révolutionnée aussi par l'innovation? On parle beaucoup de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, elle est partout. Elle est peut-être aussi dans ce domaine-là. Alors Sébastien, parlez-nous de ce comité d'experts, parce que c'était la nouveauté de ce Silmo Paris 2023 et de ce dernier Silmo Next. Donc en fait, cette idée du comité des experts est née par le Silmo, avec une vraie volonté. C'est important de le dire parce que c'est vraiment en ça que le Silmo se différencie en fait de l'ensemble des salons professionnels. C'est que c'est pas qu'un salon de business, c'est-à-dire qu'il y a vraiment la volonté d'agiter les idées aussi. Et on perçoit avec le Silmo, et c'est la raison de futurologie déjà, mais encore plus de ce comité d'experts, que finalement l'opticien et les professionnels en général de l'optique ont très peu de connaissances en fait, sur ce qui se passe. Et en fait, le pire, c'est pas la méfiance, parce que quand on se méfie, ça veut dire qu'on a connaissance. Et qu'en fait, justement, il y a un manque de connaissances. Et donc, l'idée, c'était de rassembler des gens de vraiment différents horizons de l'optique, mais pas que. Certains qui ont un profil qui est plutôt ingénieur, d'autres plutôt commercial, plutôt sociologues, journalistes, exactement. Et d'échanger de manière très ouverte en fait autour de sujets définis. Et l'idée, c'est pas d'être dogmatique, c'est pas de dire la route c'est celle-ci et il n'y en a pas d'autre. Au contraire, c'est plutôt d'ouvrir le débat et que les différents acteurs puissent en prendre connaissance et choisir derrière la route. Est-ce qu'ils veulent se méfier, est-ce qu'ils veulent embrasser la technologie, mais surtout pas s'en désintéresser, parce que c'est vraiment ça le pire. Alors ils sont combien ces experts? Alors le comité des experts au total aujourd'hui c'est 16 personnes. Malheureusement on a eu des personnes qui ont des difficultés de l'étranger notamment à nous rejoindre cette fois-ci. Donc là on était 13 et de toute façon suivant les sujets on ne sera pas tous nécessairement présents autour de la table. On aura aussi la possibilité à certains moments sur des sujets très pointus de faire intervenir des gens hors comité entre guillemets, mais pour amener leur expertise. Sujet juridique par exemple, ce genre de choses. Mais l'idée c'est vraiment de balayer l'ensemble des grandes thématiques tout au long de l'année qui peuvent affecter nos différentes professions sur le secteur de l'optique. Donc sur ce premier comité, on a parlé de l'arrivée d'Apple et de l'intelligence artificielle, qui sont vraiment des sujets très génériques.
Mais on va parler aussi, par exemple, de la formation de l'opticien, parce que l'opticien choisit d'avoir ses produits très bien, mais comment est-ce qu'il se forme à ces nouveaux produits? On a vu sur le Silmo, par exemple, des produits autofocus. Bon, c'est typiquement la typologie de produits il va falloir changer et la formation de l'opticien pour intervenir dessus. Vous et parlez la manière de produits de lunettes, de Smart Connect. Qui sont des lunettes déjà intelligentes, connectées et donc différentes. Ce n'est pas des lunettes classiques. Pour traiter la presbytie, c'était ce qui était présent notamment sur Silmo Next. Une startup qui présentait ça. Il y avait d'autres startups qui présentaient des choses avec de l'audio, par exemple. C'est pareil, ce n'est pas des produits sur lesquels on intervient de manière classique et donc ça va aller avec une formation particulière. Donc en fait, c'est vraiment toute une filière qui doit repenser quelque part son métier, si évidemment elle le souhaite, mais ça s'anticipe et c'est du long cours. Et c'est vrai que si on s'est dit que Apple allait mettre du temps pour arriver à ses objectifs, et c'est évident, Apple et les autres, ça va prendre du temps, c'est la miniaturisation, etc. Ça va aussi prendre du temps à notre filière de se moderniser et de changer. Et en fait, il n'y a pas de temps à perdre. Voilà. François Sorel, vous avez accepté tout de suite lorsque Sébastien vous a proposé de rejoindre ce comité? Oui, j'ai pas hésité, franchement, parce que déjà, j'ai été flatté qu'il pense à moi. Et c'est un sujet, je pense qu'il sentait que j'étais intéressé par ce sujet, parce que je pense qu'il écoute mes émissions et qu'il a vu que c'était vraiment un thème qui revenait de manière récurrente dans ce que je faisais. Et c'est vrai qu'en suivant l'actualité des startups, mais aussi des géants américains, il m'arrive souvent de parler alors pas de l'optique, mais du futur, de la manière dont on va porter des lunettes. Et je pense que ça l'a intéressé. Moi, ce que je peux apporter humblement, c'est ma vision un peu extérieure. Je ne suis pas un professionnel de l'optique, donc je suis un observateur et je vois ce qui arrive. Et je peux simplement expliquer mon point de vue sur l'arrivée, par exemple, de la deuxième génération des lunettes de chez Meta faites par Ray-Ban, qui sont, au-delà de lunettes tout à fait normales, des lunettes pour écouter de la musique quand vous faites du sport, qui vous permettent de passer une conversation téléphonique parce que vous avez un micro, mais aussi une caméra pour filmer. Ça pose plein de questions de sécurité, de vie privée. Une caméra sur une paire de lunettes... Bon, ok, est-ce que moi, si je la pose, est-ce que si j'appuie sur le bouton, est-ce que vous avez envie que je vous filme? Pas forcément. Il y a de l'intelligence artificielle là-dedans. Donc, en fait, c'est des sujets que moi... C'est vrai qu'on est presque dans la caméra espion, finalement. Oui, caméra espion, mais en fait, Meta a pensé à ça, parce qu'en fait, il y aura une petite lumière qui s'allumera lorsque la caméra se mettra en route pour expliquer... Pour prévenir la personne qui est en face. Mais donc, toutes ces questions que moi, j'appréhende de par mon métier, je peux humblement peut-être apporter un autre éclairage lors de ce comité, et je le fais avec vraiment beaucoup de plaisir, parce que au-delà de ça, je suis un porteur de lunettes. Je me dis, bien tiens, dans 10 ans, à quoi ressembleront mes lunettes? Est-ce que j'aurai des notifications de mes messages qui arriveront? Est-ce que j'aurai, je sais pas moi, mon Waze qui s'affichera directement dans mes lunettes? Enfin, il y a plein de questions, et je suis passionné par ça, donc je suis très heureux d'humblement, encore une fois, d'apporter ma vision des choses. Vous l'avez dit, vous êtes un observateur des nouvelles technologies, le futur, vous en parlez régulièrement dans vos émissions. Le futur, dans tous les domaines finalement, que ce soit dans la lunetterie ou dans d'autres domaines, a toujours fait rêver les gens. Même d'une certaine façon fantasmer. Et c'est un peu aussi ce qu'on peut dire de cet espace futurologie de Silmo Next. Alors comment arriver finalement à en mettre plein la vue aux visiteurs sans faire de mauvais jeux de mots, tout en leur montrant quand même des choses réalisables dans un futur proche, parce que c'est ça finalement la lunetterie de demain, c'est pas la lunetterie dans 30 ans, c'est pas ce qui intéresse, j'imagine, ce qui vous intéresse, Sébastien Brusset ou Jean-Luc Jahm, lorsque vous concevez cet espace chaque année. Alors en fait, pour être tout à fait honnête, moi je suis fasciné par imaginer ce que sera la lunette dans 30 ans. Mais effectivement, je pense que les gens ont aussi besoin de concret. Et c'est pour ça que cette année, on avait prévu vraiment un espace d'expérience. C'était important de voir que, oui, il y a des choses concrètes. Effectivement, on a montré par exemple des choses l'année dernière. Peut-être que les visiteurs ont eu du mal à imaginer ce que ça pouvait donner. Là, on en a fait du concret. On a dit, regardez, voilà, on vous a présenté tel système, voilà ce qu'on peut en faire. Voilà comment ça peut transformer complètement votre métier. Mais ça passe par toucher des produits, ça passe par les tester, ça passe par injecter soi-même un produit, ça passe par se scanner, ça passe par tout un tas de choses. Et en fait, il faut l'essayer pour comprendre à quel point en fait, c'est réel, à quel point c'est efficace. Parce qu'effectivement,
Aujourd'hui, l'intelligence artificielle fait vraiment son entrée par le phygital, en fait, par la manière dont on vient faire vivre une expérience différente aux clients. Et c'est redoutable d'efficacité. Donc l'opticien qui va intégrer ces technologies-là va transformer son métier et va certainement devenir beaucoup plus efficace, beaucoup plus pertinent. Donc mais ces choses, il faut les voir. Et c'est vrai que si je vous dis que, bah oui, tiens, dans 30 ans, on aura peut-être d'ailleurs plus de lunettes parce que vous avez Intel ou d'autres qui auront implanté une puce, ou ce sera sur la lentille ou ce genre de choses, ça n'a pas de sens, c'est pas concret en fait, effectivement, c'est beaucoup trop loin. Là, on est sur des choses qui sont déjà là. Ça. Et puisqu'on est dans le concret, François, est-ce qu'il y a un produit sur l'espace Next de cette année qui a attiré particulièrement votre attention ? Oui, bien sûr. Ces lunettes en fait, qui adaptent la vue en temps réel et pour toutes les personnes qui voient plus de près, ça nous arrive quand on prend de l'âge. Mais je voulais revenir en fait sur un sujet qui est à mon avis capital, c'est que ce secteur est trop important pour qu'il ne bouge pas. Il va être disrupté forcément. Et il sera disrupté par qui ? Essayons de l'embrasser pour essayer d'anticiper en fait ce que prévoient déjà les grandes majors américaines. Apple est en train d'investir des dizaines de milliards dans le Vision Pro, qui sera un appareil qui aujourd'hui est imposant, mais dans 5 ans sera de la taille d'une paire de lunettes de soleil, ça c'est clair. Ou si ce n'est pas dans 5 ans, ce sera dans 10 ans. Mais ça va tellement vite. Qui va distribuer ce type de produit ? Si on continue comme ça sera dans un Apple Store. Je veux dire, il faut voir les choses en face. Est-ce que c'est ce qu'on veut, finalement ? Et on va terminer là-dessus, Sébastien Brusset, vous nous en parliez tout à l'heure, les principaux axes de cette année lors de Silmo Paris 2023 sur l'espace futurologie. Il y avait les Smart Connect, le Phygital, on en parlait tout à l'heure, et puis l'éco-conception. Est-ce qu'il y a une autre thématique qui aurait pu avoir sa place cette année et qui l'aura certainement l'année prochaine ? Alors, je dirais que c'est plutôt une thématique que j'aimerais, moi, voir l'année prochaine un petit peu plus développée, c'est cette partie d'éco-conception. C'est-à-dire que là, on est un peu focus sur les matériaux. L'année prochaine, j'aimerais qu'on travaille un petit peu plus en profondeur parce que l'éco-conception, c'est évidemment beaucoup plus vaste que les matériaux. Et en fait, ce qui me semble très important, c'est de faire marcher de pair l'éco-conception et la tech. Parce que ça ne peut pas être antagoniste. Si ça l'est, si on met ces deux milieux en opposition, on va avoir un problème. On va avoir un problème de ressources peut-être d'un côté. Enfin, on va avoir deux mondes en tout cas qui ne se comprennent absolument plus. Et puis surtout, on va rencontrer des soucis de production, des soucis d'énergie, etc. Donc il faut que ces mondes se rencontrent. Et c'est important. C'est important depuis le début sur Next, mais je pense que ça va l'être encore plus l'année prochaine. C'est comment est-ce que ces deux mondes ont fait comprendre que ce n'est pas des mondes qui doivent se rencontrer, c'est des mondes qui fonctionnent déjà ensemble. Et comment est-ce qu'ils fonctionnent ensemble ? Merci beaucoup Sébastien Brusset, merci François Sorel, merci à tous les deux d'avoir été avec nous et on va continuer bien sûr, comme on le fait déjà, à suivre régulièrement l'actualité de cette futurologie, de l'avenir de la filière optique lunetterie dans Silmo News. Merci à tous les deux. Merci.